On va pouvoir commencer. On a une trentaine de personnes ça devrait le faire. Donc merci à tous d'être présents pour ce webinaire de présentation des dispositifs de financement régionaux pour la filière forêt-bois francilienne. Donc nous organisons Fibois Île-de-France avec la région Île-de-France qui est financeur de Fibois Île-de-France, ce webinaire voilà, pour vous présenter ces nouveaux dispositifs, enfin le renouvellement de ces dispositifs et quelques témoignages. Voilà. Donc, je suis Cléa Lenoble, chef de projet en deuxième transformation du bois. Je suis accompagnée de ma collègue Claire Caillos, qui est chef de projet forêt et première transformation. Et donc, nous avons Anne Galibert et Élodie Migaud qui je laisserai se présenter par la suite de la région Île-de-France et qui vous présenteront les dispositifs. Et ensuite, nous aurons les témoignages de la société Paro, Méa Construction Bois et Biota. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Anne Galibert pour présenter la stratégie de la région sur la filière forêt-bois. Et je vais préciser aussi que excuse-moi Anne, j'ai oublié de préciser que ce webinaire est enregistré si ça ne dérange personne. De toute façon, vos caméras sont coupées automatiquement, vos micros aussi. Je vous laisserai poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Et on prendra un temps à la fin des témoignages pour répondre à vos questions dans le chat et je pourrai vous donner la parole si vous souhaitez parler directement. Je pourrai allumer vos micros pour vous laisser prendre la parole. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Donc Anne Galibert, je suis responsable du service ruralité et bioéconomie à la région Île-de-France. Et ce service a notamment en charge la politique forêt-bois de la région, donc région qui porte une stratégie régionale depuis 2017 et qui a été renouvelée en 2023 à travers un acte 2. Donc sommairement, pour pas trop prendre le temps, c'est pas l'idée. Hein. Aujourd'hui, pour nous, et je remercie Fibois hein, de nous accompagner dans l'organisation de ce webinaire, c'est bien l'objectif de vous présenter les dispositifs dédiés à cette stratégie, donc dédiés à la filière forêt-bois. Donc cette stratégie, je le redis, elle a été renouvelée en 2023. Et elle a été accompagnée par un règlement d'intervention qui permet de définir vraiment les modalités financières d'intervention de la région. Et pour rappel, hein, elle est visée à horizon 2030 et vous avez les 4 axes principaux, les 4 priorités de la région. Donc sur l'amont forestier, l'ambition c'est de fédérer les acteurs de votre filière forestière amont avec la société francilienne, la société civile, avec un objectif, un focus clé sur l'adaptation au dérèglement climatique. Il y a une ambition forte qui est maintenue et confortée et ça fait l'objet notamment d'un des dispositifs, c'est de soutenir les entreprises de la filière, quel que soit leur segment. Il y a un nouvel objectif concernant évidemment toutes les ressources humaines, donc les emplois et les compétences qui doivent être soutenus, développés en lien avec notamment les compétences de la région sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Donc là, un travail est mené de concert avec un autre pôle de la région. Et enfin, l'idée de soutenir l'innovation, quels que soient les segments, là aussi, de la filière, à la fois sur l'amont forestier et également, bien sûr, sur les usages du bois français, francilien. Donc, concernant l'ensemble de ces interventions, je tiens juste à préciser qu'aujourd'hui, on vous présente des dispositifs vraiment dédiés à la stratégie, mais que par ailleurs, nous sommes le point d'entrée en coordination et que nous travaillons en forte coordination, notamment avec les soutiens au développement économique de la région. Voilà, des soutiens aux entreprises et en général nos dispositifs s'articulent et se complètent aux dispositifs de la région. Nous sommes des points de contact ou inversement, nos collègues du développement économique peuvent nous contacter, nous travaillons de concert pour soutenir votre filière. Donc j'en ai assez dit me concernant, je remercie encore l'équipe de Fibois Île-de-France et les 3 intervenants de se rendre disponibles, 3 intervenants lauréats, donc Société Paro, Société Méa et Biota, de se rendre disponibles pour témoigner de leur de bénéfices qu'ils ont tirés du soutien de la région au titre des premiers appels à projets donc qui a été lancé l'an passé en 2024. Je laisse la parole à Élodie Migaud au sein du service qui va donc rentrer dans le dur et vous présenter les dispositifs.
Merci Anne. Alors, je vais vous présenter très brièvement les dispositifs qui vont être abordés ce matin. Avant toute chose, je tiens à rappeler que voilà, il y a 4 dispositifs qui ont été renouvelés cette année. Donc, le premier, c'est le soutien à la gestion durable des forêts franciliennes qui est présenté en numéro 1, qui vise à soutenir la réalisation de documents de gestion durable et de diagnostics sylvoclimatiques. Donc, concrètement, on soutient la réalisation de RTG, de CBPS ou de PSG. Donc, plus concrètement de code des bonnes pratiques sylvicoles, de règlements types de gestion et de plans simples de gestion simples ou concertés. Donc voilà, qui peuvent permettre à un propriétaire d'une part de gérer sa forêt sur le long terme, mais d'avoir surtout une vision sur la gestion de sa forêt sur le moyen et long terme, et aussi de pouvoir bénéficier de d'autres soutiens qui soient proposés à une échelle régionale, nationale ou européenne, parce que souvent voilà, la détention d'un document de gestion est une condition pour pouvoir solliciter des soutiens. Et les diagnostics de gestion, les diagnostics sylvoclimatiques sont des outils d'aide à la décision qu'on soutient aussi via ce dispositif. Et donc, voilà, c'est un dispositif qui est dédié aux propriétaires forestiers privés, qui est ouvert au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à des échéances comme les 2 appels à projets que je vais présenter ce matin. Il est ouvert jusqu'à la fin de l'année 2025. Et l'autre soutien qu'on a renouvelé cette année, c'est le soutien en fonctionnement, donc qui n'est pas accessible sur le site de la région, mais qui vise à avoir une base juridique, tout très simplement, pour pouvoir soutenir les feuilles de route de FIBOA Île-de-France, de l'URCOFOR ou du CNPF, qui évidemment nous appuient pour faire en sorte que cette filière puisse perdurer et aussi également pouvoir avoir un peu plus de lien avec la société civile ou avec les entreprises dont certains d'entre vous faites partie. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais présenter les 2 dispositifs de soutien aux entreprises et à l'innovation qui sont l'objet de ce webinaire de ce matin. Merci Clélia. Alors, tu peux passer la slide, merci. Donc le soutien aux entreprises de la filière, c'est un dispositif qui vise à accompagner les entreprises, tout simplement, comme son nom l'indique, pour moderniser leur structure ou faire en sorte que de nouvelles entreprises s'implantent en Île-de-France. Donc c'est un dispositif qui est, encore une fois, comme son nom l'indique, qui est destiné aux petites et moyennes entreprises qui sont localisées en Île-de-France ou qui possèdent un établissement secondaire en Île-de-France. Je vais vous mettre dans le chat la liste des codes NAF qui sont considérés comme éligibles. Donc ça fait ça fait qu'une liste assez restreinte d'entreprises peuvent être considérées comme éligibles à ce dispositif. Cela étant, on a un cas particulier qui fait que on peut soutenir une entreprise qui exerce au moins 50% de son activité dans la filière forêt bois, dans un des 5 maillons qui sont présentés sur cette slide, donc soit une entreprise qui travaille à l'amont de la filière ou soit plutôt à l'aval, sous justificatif évidemment, mais voilà, ça permet quand même d'élargir un petit peu le champ des soutiens. L'idée, c'est évidemment d'accompagner les entreprises dans de l'investissement productif. Donc, on ne subventionne pas les salaires, ni le bâti, ni tout ce qui est relatif à des certifications ou l'appui juridique, voilà, des choses, on va dire, très immatérielles. Concrètement, voilà, ce dispositif, il permet de soutenir tout ce qui est matériel et ce qui permet à une entreprise de se développer. C'est un dispositif qui permet de monter jusqu'à 500 000 € de subvention avec un taux d'intervention qui est de 50%, avec une base de dépenses éligible qui doit être présentée, qui doit être d'au minimum 300 000 €. Donc voilà, comme présenté dans cette slide. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de concrètement qu'est-ce qu'on peut soutenir. Enfin, je vous ai évoqué très brièvement l'objet en fait de cette subvention. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un appel à projet donc qui est sur des échéances définies et cet appel à projet, comme le second que je vais présenter juste après, il est valable jusqu'au 31 mai 2025. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à cette échéance pour déjà prendre contact avec nous pour vérifier votre éligibilité et vérifier si vous rentrez dans les cases de cet appel à projet et puis ensuite pour déposer votre dossier. Tout est fait de manière numérique sur la plateforme Mes Démarches, donc qui est la plateforme dont le lien est présent sur cette page. Et les dispositifs, les dossiers ensuite sont présentés en commission permanente devant les élus régionaux. Donc c'est eux qui vont évidemment décider si oui ou non la subvention peut être actée.
Donc, c'est une échéance qui se tient à l'automne 2025. Donc, c'est à ce moment-là où vous saurez si oui ou non vous pouvez percevoir un soutien de la région. Mais en attendant, voilà, n'hésitez surtout pas à venir vers nous, à prendre notre attache ou même la tâche de FIBOA pour vérifier voilà, si vous êtes considéré comme éligible ou pas par rapport à votre projet. Je passais au second dispositif, assez brièvement également, qui est plutôt centré sur l'innovation. Donc, l'objet de ce dispositif, c'est de soutenir les investissements matériels et immatériels pour moderniser, développer et créer des activités dans la filière forêt bois et surtout bah, voilà, avoir cet aspect R&D un peu plus mis en avant. Là, je vais faire un léger comparatif avec le précédent dispositif. Euh, les bénéficiaires sont beaucoup plus larges, hein. On n'est pas centré uniquement sur les entreprises. Des collectivités ou des associations peuvent aussi bénéficier de ce soutien. Et surtout, les codes NAF pardon, que je vous ai listés dans le chat sont pas du tout des freins pour bénéficier de ce soutien. On est voilà, sur quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Par contre, à la différence de l'autre dispositif, il faut que le projet corresponde à au moins un des objets qui sont listés dans cette slide. Je ne vais pas vous lire non plus, mais pareil, on est sur quelque chose où on vise à soutenir l'innovation dans tous les pans de la filière, hein, encore une fois, que ce soit de l'amont à l'aval, en passant par tout ce qui est relatif aux démarches de concertation et autres qui viseraient à intégrer un peu plus fortement le bois et les biosourcés dans la construction, par exemple. Donc, c'est un dispositif qui vise à soutenir à hauteur de 100 000 euros. Clélia, tu peux passer à la slide suivante si tu veux bien. Voilà, on peut accompagner un projet jusqu'à 100 000 euros avec pareil ce taux d'intervention qui est de 50%. Là, pareil, je vais faire un léger comparatif avec l'autre dispositif. On n'a pas un plancher de dépenses minimum à présenter pour ce dispositif. Donc voilà, il faut évidemment que les dépenses soient considérées comme éligibles. Et les dépenses éligibles sont listées très brièvement dans cette slide également. Encore une fois, contrairement à l'autre dispositif, on peut accompagner tout ce qui est immatériel, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que les salaires ou les frais de publication des résultats peuvent être considérés comme éligibles et donc peuvent être soutenus par la région dans le cadre de ce dispositif. Pareil, il ne faut pas que ça dépasse un certain seuil, hein. Comme présenté ici, c'est de 25% pour les salaires et 5% pour les frais de publication. Mais voilà, ça permet d'accompagner un porteur à mettre en avant ces projets de R&D. Donc voilà, pour cette présentation, c'est assez succinct, mais je pense que j'ai évoqué l'essentiel. Et comme je l'ai mentionné pour l'autre dispositif, c'est un appel à projet. Donc pareil, voilà, si vous êtes intéressé, ne tardez pas à venir vers nous parce que le dépôt doit être fait avant le 31 mai de cette année. Pareil sur la plateforme Mes Démarches. Et donc voilà, vous avez quelques exemples de projets qui sont mentionnés sur ce diaporama. Étant donné pardon, que j'ai parlé de manière assez succincte et avec beaucoup d'infos peut-être sur ces éléments, je vous invite à consulter les pages qui présentent un peu plus fortement les dispositifs. Donc c'est vraiment accessible sur le site de la région, dans le guide des aides. Vous pouvez taper soutien aux projets innovants ou soutien aux entreprises pour retrouver le cahier des charges d'une part et le règlement d'intervention qui sont tous deux les cadres de ces dispositifs ou éventuellement aussi à venir vers nous, hein. Je vous encourage évidemment à poser des questions dans le chat si vous en avez dès à présent. On les prendra, comme l'a dit Clélia, juste après. Et je vais finir en abordant très brièvement la liste des lauréats qui ont remporté l'appel à projet de l'an passé, dont certains représentants sont présents aujourd'hui et qui vont prendre la parole juste après. Donc pour le soutien aux entreprises de la filière, il y a eu trois lauréats qui, comme vous le voyez, travaillent sur différents segments de la filière. Donc à la fois sur la forêt, la partie amont forestier, pardon, l'ameublement et la construction. Donc Paro est présent ici, il présentera son projet. Ensuite, pour le soutien aux projets innovants, on a eu un peu plus de candidats. On a eu 6 lauréats, donc avec Biota qui est évidemment présent aujourd'hui et qui présentera un peu plus fortement son projet. Et pareil, voilà, on a eu des candidats qui ont pu présenter des projets sur voilà, des initiatives un peu variées. On n'est pas que sur l'amont, hein. Il y a aussi des projets qui étaient plutôt sur des opérations pilotes sur la construction bois. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu des lauréats. Peut-être vous en connaissez certains et en typologie de projet, on est sur quelque chose d'assez varié. Donc je vais laisser la parole
Alors, je ne sais pas qui prend la parole juste après moi, mais voilà, je vais Merci laisser la place beaucoup. aux lauréats pour qu'ils puissent vous présenter très brièvement leur projet. Et vous avez nos contacts évidemment sur cette slide. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques à écrire aux adresses. Donc le PPT sera disponible. On mettra le webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez regarder à nouveau ce webinaire. Donc merci beaucoup Élodie et Anne pour la présentation. Donc si vous avez des questions sur les dispositifs, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et on y répondra après. Donc je vais laisser la parole donc aux personnes qui vont témoigner. Donc je les remercie beaucoup. C'est aussi des adhérents de Fibo Île-de-France, donc on les remercie de bien vouloir témoigner sur les dispositifs dont qu'ils ont eu. Donc je vais laisser la parole à Floriane Foulard de la société Paro. Floriane, est-ce que je pense que ça a bugué. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah, c'est bon. C'est bon? Donc, bonjour à tous. Floriane, assistante commerciale au sein de la société Paro depuis 4 ans. Je vais commencer par présenter la société. Donc, la société Paro a vu le jour en 1989, donc forte de plus de 30 ans d'expérience dans les travaux d'élagage, abattage, broyage et exploitation forestière. La société Paro, c'est plus de 350 chantiers par an, un portefeuille client solide, dont des contrats cadres sur plusieurs années. Des contrats cadres tels que RTE ou Canal Seine-Nord ou encore les conseils départementaux, excusez-moi. Notre clientèle, c'est majoritairement des collectivités et des entreprises privées. On fait un petit peu de particulier, mais beaucoup moins. Donc, en fait, en 2024, l'entreprise démarre le projet ambitieux de créer une plateforme circulaire de revalorisation du bois francilien sur un site de 2,5 hectares, dont elle est propriétaire, déjà actuellement. Donc, cette plateforme est située à Sainte-Colombe, en Seine-et-Marne. Elle a été créée dans un but de se diversifier. Au final, l'entreprise a dû pallier aux récentes exigences normatives, donc la loi de la nidification notamment, qui contraint notre activité une bonne partie de l'année, 6 mois de l'année. Donc au final, on a dû trouver des solutions et celle-ci nous paraissait convenable. Et le projet va bien au-delà, puisque notre souhait est de pouvoir revaloriser la totalité de la ressource en bois. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ramène de notre activité historique, on souhaite le revaloriser en produits à forte valeur ajoutée. Donc c'est pour cette raison qu'on a sollicité un soutien de la région pour la première phase de notre plan de développement, c'est-à-dire la production de bois énergie, donc tout ce qui est bûches, plaquettes forestières et paillage. Au niveau de notre plan d'investissement, notre souhait, c'était d'investir dans une unité de séchage, un cribleur, un broyeur, un pont bascule et une élagueuse. Donc, le montant total de l'investissement était d'1 258 000 € et la région nous a alloué une subvention de 500 000 €. Donc, c'est vrai qu'au niveau levier d'investissement, la région nous a bien soutenus, puisque ça nous permet notamment de respecter un calendrier que nous nous sommes fixés et de continuer à générer du chiffre d'affaires. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si tout était clair ou pas. Merci beaucoup. Donc on a des questions, je ne les vois pas comme je suis en train de présenter, mais on verra à la fin des présentations.
Donc, merci beaucoup, Floriane. Je vais laisser la parole à Sébastien Méa, donc, qui est directeur de Mètre Cube et Méa Construction Bois. Voilà, pour témoigner. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. 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 Alors, on voit deux casquettes. Méa Construction Bois, c'est une entreprise qui va avoir 50 ans l'année prochaine, donc qui était charpentier traditionnel et qui fait tout ce qui peut, tous les bâtiments qui peut avoir du bois, avec un site de production assez important en proche couronne parisienne. Et dans ce cadre-là, la région nous a permis de nous développer dans le cadre d'un PM's-up. Nous, en 10 ans, on est passé de 30 employés à une centaine. On est passé de 6 millions de chiffre d'affaires à 15 millions de chiffre d'affaires. Donc, on s'est bien développé. J'ai créé il y a 10 ans avec d'autres charpentiers une entreprise générale bois, c'est-à-dire une entreprise générale dédiée au projet de construction bois, parce que on était systématiquement sous-traitant des entreprises générales de maçonnerie qui aujourd'hui font la plupart des gros dossiers, avec un problème culturel. Donc du coup, nous, on a créé notre propre entreprise générale qui s'appelle Mètre Cube. Et dans ce cadre-là, on a ouvert cette année un département recherche et développement pour pouvoir créer des murs qui vont être dédiés à la rénovation. Parce qu'on sait que sur notre région, il y a un potentiel et un besoin énorme. Et dans ce cadre-là, donc on a candidaté à Innovup. La région nous a soutenus. Alors, c'était un cofinancement avec l'ADEME, puisque de l'autre côté, on avait aussi l'ADEME sur certains items pour pouvoir créer un vrai je vais y arriver, un vrai service de recherche et développement. Aujourd'hui, il y a 2 ingénieurs qui travaillent complètement déconnectés du chantier, mais qui travaillent donc sur des futurs produits qu'on pourra construire dans les usines de Méa ou dans les usines d'autres partenaires de Mètre Cube. Alors, ce qui est intéressant dans la démarche, en dehors du... alors, la démarche, elle se passe comment? Vous avez vous avez un dossier assez complet, aussi bien technique que financier. Et une fois que vous êtes sélectionné, vous avez un entretien avec une personne de la région qui est dédiée à défendre votre projet. Et j'ai trouvé cette démarche très intéressante parce que c'est là le moment où on peut vraiment... ça va être notre voix auprès de l'exécutif régional pour dire, voilà, ce projet-là, il va se passer comme ça, les enjeux sont ça. Enfin, ça permet d'aller au-delà de la simple présentation sur papier. Voilà. Je ne sais pas si je suis à votre disposition, si vous avez des questions pratiques, savoir comment ça s'est passé. J'échange avec plaisir. Super, merci beaucoup. Donc, on a quelques questions, on les a notées, on les prendra par la suite. Donc, merci Sébastien. On va passer à la société Biota, donc avec Benjamin. Donc, je vous laisse prendre la parole et je passerai les slides pour vous. Bonjour à tous. Je vais vous présenter Biota avant de vous parler des projets certificats biodiversité forestier en Île-de-France et comment nous travaillons avec la région Île-de-France. Alors, Biota est un opérateur de projet biodiversité, c'est-à-dire que nous sommes un opérateur de terrain, on fait à la fois les travaux et la maîtrise d'œuvre de projets forestiers et agroécologiques. Par exemple, on a fait de la compensation écologique pour des centrales solaires. On fait de la gestion de sites naturels comme on le fait à côté de Rambouillet pour Pernod Ricard. Et puis, on a fait différents projets agroécologiques pour donner des compléments de revenus à des agriculteurs et les payer pour faire des infrastructures agroécologiques sur leurs propres parcelles et les entretenir pendant 10 ans. Donc, cette diversité de milieux et diversité de métiers et d'offres pour nos clients. Cette expertise a été reconnue récemment par l'Union professionnelle du génie écologique.
voilà, que nous avons rejoint en début d'année. Dans notre équipe, il y a à la fois l'expertise agricole et forestière, avec notre président Emmanuel Aubé, une écologue spécialiste de la séquence éviter, réduire, compenser, et puis la dimension économie sociale et solidaire, puisque Biota est une société de l'économie sociale et solidaire, et spécialisée aussi dans la mesure de l'impact en termes économique, social et environnemental. Alors quand on a dit tout ça, en fait, on a donc un cahier des charges en forêt où on va avoir beaucoup de contraintes du fait d'une gestion forestière plus respectueuse de la biodiversité. Typiquement, on va faire plus de travail manuel, moins d'équipements, de gros équipements. On va respecter beaucoup plus le calendrier, voilà, la nidification et les autres périodes écologiques. Et donc, c'est cette façon d'opérer en forêt et aussi en milieu agricole, en fait, entraîne des surcoûts. Et donc, il fallait trouver une méthode pour compenser ces surcoûts et donc valoriser les impacts positifs, notamment sur la biodiversité. Et donc, on a rejoint une initiative qui a commencé fin 2022, qui est l'Organization for Biodiversity Certificates. Le nom est en anglais, mais c'est bien une association française à vocation internationale pour développer des certificats biodiversité et donc donner des compléments de revenus aux agriculteurs et aux forestiers qui s'engagent très concrètement en faveur de la protection et de la régénération de la biodiversité. Alors cette démarche, elle s'appuie sur une méthode scientifique qui est développée par un consortium qui regroupe le Muséum national d'histoire naturelle, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et Carbone 4. Donc eux, ce sont les scientifiques. Et ils travaillent sur une quantification par consensus scientifique des gains de biodiversité relatifs à des pratiques agricoles ou forestières. Donc ils vont calculer le gain. En fait, nous listons les pratiques dans des grilles en disant, voilà, il faut faire telle pratique en milieu forestier, telle pratique en milieu agricole, en zone humide. Et on va mettre des niveaux de pratique en disant, voilà, l'idéal, c'est d'arriver à ce niveau de pratique avec ce nombre de critères et autres. Et les scientifiques, de façon indépendante, vont calculer des gains entre 0 et 1, par exemple 0,10, 0,20, 0,30, 0,75. Voilà, ils vont mettre un calcul de gains biodiversité attribué à une pratique. Donc, il y a bien l'expertise d'un côté, par exemple, d'opérateurs forestiers qui font la grille forêt et disent voilà les meilleures pratiques, voilà les différents niveaux de pratique, et les scientifiques indépendamment qui vont calculer ces gains. Et tout ça, après, va permettre d'émettre des certificats biodiversité que pourront acheter des entreprises qui s'engagent volontairement. Ça n'a rien à voir avec la compensation écologique. On ne peut pas utiliser les certificats biodiversité pour faire de la compensation. Mais voilà, des projets volontaires qui sont alignés avec la stratégie nationale biodiversité, avec la stratégie régionale biodiversité et les déclinaisons locales. Voilà, c'est ce mécanisme qui va permettre de financer des certificats qui eux-mêmes vont permettre de financer des actions favorables à la biodiversité qui ne sont pas financées autrement. Par exemple, nous, Biota, on ne vend pas de crédit carbone. Donc aujourd'hui, on avait besoin d'un nouveau mécanisme. Et je vous montre juste une page sur le mécanisme. Donc il y a bien les actions de terrain qui sont listées, l'évaluation qui est faite par des scientifiques, et puis après un mécanisme de certification, et ensuite une vente sur le marché, c'est-à-dire une vente à des entreprises qui vont acheter un certificat. Alors détailler le processus, il faudrait bien 2 heures. Et on va pas prendre cette fois-ci le temps de le faire, mais peut-être vous expliquer que tout ce mécanisme aussi lui-même génère des coûts et il fallait bien trouver des financements pour développer tout ce mécanisme et sa déclinaison en forêt plus particulièrement en Île-de-France. C'est pour ça que nous avons sollicité la région Île-de-France. Peut-être on peut voir la page suivante. On a donc sollicité la subvention sur l'innovation dans la filière, voilà, puisqu'on échange on participe aux travaux de FIBOA Île-de-France depuis longtemps. Donc on a découvert cet appel à projet. On a longuement échangé
avec Anne Galibert et ses équipes, et c'était très intéressant de montrer comment cette innovation s'inscrivait complètement dans les enjeux de la filière forêt-bois. Mais même le changement climatique, on parle de biodiversité, mais bien sûr que ça a un impact avec le climat, parce que c'est bien la diversité en forêt, la diversité notamment des espèces, qui va permettre une plus grande résilience par rapport au changement climatique. Donc on a bien expliqué comment, en fait, ce mécanisme de certification biodiversité était une innovation au service de la filière, au service des nouvelles pratiques forestières, donc même au service de nouvelles compétences pour la gestion des forêts. Donc on a eu de nombreux échanges techniques et très intéressants. On s'inscrit pleinement dans les enjeux de la région, et donc on était très heureux de pouvoir obtenir cette subvention qui était décisive pour le développement de ce projet. Et donc concrètement, où est-ce que l'on est aujourd'hui? On recherche à la fois des sites dans toute l'Île-de-France, aussi bien auprès de propriétaires privés que de propriétaires publics. On travaille avec des parcs naturels régionaux et les communes forestières pour identifier ces sites. On mobilise aussi des réseaux de propriétaires privés. Et puis, on discute aussi avec, bien sûr, les scientifiques d'une part, le ministère aussi de la transition écologique qui est aussi en charge des forêts, des entreprises qui seraient susceptibles d'acheter les futurs certificats biodiversité. Donc, c'est une approche complète, et le soutien de la région est vraiment aussi essentiel parce que non seulement c'est une aide financière, mais c'est aussi la preuve d'un intérêt, de l'intérêt général que suscite cette démarche. Donc on est très heureux aussi d'échanger très régulièrement avec FIBOIS, dont nous sommes membres, voilà, d'échanger avec la région et FIBOIS pour ça. Et donc très, très partant, très volontiers pour échanger avec les personnes qui assistent à ce webinaire, même au-delà, je pourrais répondre aux questions, mais même au-delà, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, sur LinkedIn pour coopérer. On croit beaucoup au partenariat, aux coopérations locales. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions suite à toutes les présentations, donc que ce soit de la région sur les dispositifs, la présentation ou sur les témoignages, n'hésitez pas. Donc, je vois qu'on a une main levée. Alors, je vais essayer d'activer le... Alors, je n'arrive pas à le désactiver. Dominique de France, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, normalement, merci. C'est Super. parfait. Merci. Dominique de France, vice-président de France-Silva Île-de-France. Bon, évidemment, nous sommes membres de FIBOIS. Je voulais poser une question à l'entreprise Paro. Est-ce qu'avec les matériels que vous avez achetés, les pratiques que vous développez, vous êtes en mesure de traiter des bords de route? Nous avons beaucoup d'adhérents qui ont des problèmes de sécurité en bord de route, avec malheureusement beaucoup d'accidents, et donc des impacts sur les assurances. Est-ce que vous êtes en mesure, et sur quel linéaire et dans quelles conditions, vous pouvez traiter des bords de route de manière intelligente, hein? C'est pas tout rasé, alors soit éparage, mais plus nécessairement en profondeur sur 15 ou 20 mètres à partir du bord de la route, en liaison avec le service des routes parce qu'il y a des problèmes de sécurité, et puis surtout de mener des chantiers collectifs où on pourrait réunir plusieurs propriétaires sur plusieurs kilomètres pour traiter efficacement. Floriane, je vous laisse peut-être répondre si vous voulez allumer Oui, votre micro. excusez-moi. Merci. Pas de souci. Donc, du coup, c'est plus pour une question de travaux. Alors, on fait effectivement ce type de travaux. Il faut savoir qu'on travaille avec AP2R. On fait tous les travaux de sécurisation au niveau des autoroutes. Donc, on est tout à fait en mesure de faire ce type de travaux. Après, je vous invite à prendre contact du coup avec la société. Comme ça, je vous mets en relation avec le chargé d'affaires qui pourra répondre à toutes vos questions.
Moi, j'ai déjà recommandé votre entreprise à certains de nos adhérents, mais je n'étais pas sûr que vous soyez en mesure de traiter et traiter dans les conditions idéales. C'est-à-dire, il faudra avoir un lien avec notamment le département ou les communes pour que s'entendre sur la qualité des travaux à réaliser. Tout à fait. Ben, on a l'habitude de travailler comme ça. Comme je vous disais, on travaille au niveau des autoroutes, on travaille au niveau du conseil départemental, enfin c'est des conseils départementaux, excusez-moi. Donc on a l'habitude de faire ces travaux-là. C'est pareil, je vous invite à aller sur notre page Facebook où justement le dernier chantier, c'était une sécurisation d'une départementale. Donc comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment on travaille, les engins que l'on possède et ça répondra un petit peu à vos questions. Mais sinon, faites-moi un petit. Je ne sais pas si vous avez mon adresse mail dans le slide, mais vous pouvez me faire un petit mail, comme ça je vous envoie les coordonnées du chargé d'affaires qui pourra vous répondre. Vous pouvez mettre votre adresse peut-être dans le chat parce qu'elle n'était pas dans le slide, donc n'hésitez pas à la mettre comme ça. Merci. Alors, on a une question de Olivia, qui est déléguée générale de FIBA Île-de-France, donc qui demande aux 3 intervenants combien de temps vous a pris la constitution du dossier de demande et avez-vous eu un ou plusieurs échanges avec les services de la région en amont du dépôt? Je ne sais pas qui souhaiterait répondre dans les 3. Pour Biota, on a eu plusieurs échanges. Après combien de temps ça a pris, je ne saurais pas dire en nombre d'heures, mais peut-être une fois pour bien présenter son projet dans le cadre de l'appel de la région, je pense que c'est peut-être 2 jours de travail de rédaction, mais pas plus. En fait, les questions, le dossier est assez clair. En fait, c'est comment on nous demande d'expliquer comment notre projet s'inscrit dans la stratégie régionale, et c'est bien normal. Donc, si c'est le cas, et qu'on a normalement toutes les informations en interne, il suffit juste un petit peu de les mettre en page. Après, ce qui est, comme nous, c'était de l'innovation, on était obligé de bien expliquer ce qu'étaient les certificats biodiversité, quels étaient les risques, bien expliquer voilà, les risques de dérive donc, d'un nouvel outil et d'un nouveau mode de financement, donc bien montrer que c'était aussi robuste d'un point de vue scientifique. Donc il y a toute une... comme c'est de l'innovation, j'imagine que les dossiers d'innovation prennent un petit peu plus de temps à expliquer que si c'est quelque chose qui existe déjà. Voilà. Mais encore une fois, ce qu'on nous demande surtout, c'est d'expliquer comment ça s'inscrit dans la stratégie régionale. Et c'est bien normal quand on demande des financements publics. Mais les échanges étaient portés sur ça et la filière, comment on s'inscrit dans la filière. Donc c'était très intéressant. Ça nous a permis aussi d'approfondir certains éléments. Donc je crois que c'était deux rendez-vous techniques, on va dire. Ouais, pour ma part, on s'est fait aider avec un cabinet extérieur puisqu'on menait 2 fronts, donc une demande pour Mètre Cube, une demande pour MEA et une demande aussi dans le cadre de l'ADEME. Donc même s'il y a des choses qui se recoupaient, mais pas tout à fait, c'est quand même pas mal de temps et avec l'activité à côté, j'avais pas le temps nécessaire pour affronter tout ça. Ce qui m'a paru le plus long, c'est surtout les tableaux financiers, en fait, paradoxalement. Voilà, de bien caler. Alors, le passé, c'est facile, hein, c'est des chiffres qu'on reprend, mais on nous demande un prévisionnel et il faut être cohérent avec la stratégie qu'on a écrite précédemment. Et ça nous a pris quand même pas mal de temps. Et grosso modo, entre le moment où on a décidé et le moment où on a été lauréat, il s'est quand même passé entre 10 et 12 mois, quoi. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Floriane, vous voulez ajouter quelque chose?
Donc, comme le disait précédemment, j'ai pas vu le nom, nous nous sommes fait aider par un cabinet extérieur. Donc, je peux pas dire combien de temps ça a mis. Après, c'est vrai que c'est relativement bien fait. Enfin, le côté financier à développer, oui, c'est la partie la plus difficile, mais sinon, la présentation du projet, c'est relativement bien fait. Je me permets d'intervenir, Anne Galibert, région Île-de-France, concernant les délais sur tous les dispositifs, quels qu'ils soient, soutien aux entreprises ou aux projets innovants. Vous avez affaire à notre service. Il n'y a pas d'interface et de jury, comme ça peut exister avec l'ADEME ou avec les soutiens du développement économique côté région. Et les délais sont jamais supérieurs à 6 mois. L'an passé, les appels à projets ont été clôturés en fin mai 2024 et le vote en commission permanente, le soutien, l'approbation des soutiens s'est faite en septembre. Donc, admettons que vous ayez déposé en avril, ça a été le cas, ou en mai, voilà, au maximum, vous avez eu 6 mois d'attente pour avoir une réponse quant au soutien effectif de la région. En fait, excusez-moi, je prends la parole, mais nous, on a transmis notre candidature le 30 mai et on a eu un retour positif au 27 septembre. Donc, ça a été très rapide. Merci. Je confirme aussi, on a déposé le 30 mai, tard. Et voilà, on a eu la réponse le 27 septembre. Et on n'a pas utilisé de cabinet. Je veux dire, je pense que, en tout cas pour la partie innovation, c'était faisable sans aide externe. Après, bien sûr, c'est une allocation du temps. C'est une allocation du temps. Et notre dossier était plus petit que les autres dossiers qui ont été présentés. Après j'ai parlé entre le moment où vous décidez, donc avant de déposer le dossier, il faut le remplir. Et donc ça prend un petit peu de temps. Bien sûr que la décision, elle se fait assez rapidement, mais le process général, le temps de vous renseigner, le temps de réunir les éléments, voilà, ça. Mais voilà, c'est la vie, il n'y a pas de problème. Alors, je vais prendre une question de Sophie Lunard concernant l'appel à projet innovation. Elle se pose la question de savoir est-ce que le projet peut déjà avoir été lancé en interne avant de déposer le dossier ou est-ce que tout doit commencer au moment du dépôt de dossier ou après? Alors, répondre à cette question. On a un petit souci de micro, pardon. Effectivement, nous, on est sur les principes d'incitativité des aides, donc il faut que rien ne soit entamé en amont, sinon on ne justifie pas pourquoi la subvention est allouée à un bénéficiaire. Donc la réponse est non. Par contre, on a une possibilité, c'est que au moment où la personne dépose son dossier et que nous, service, considérons qu'il est complet et que à notre sens il est éligible, eh bien la personne peut engager son projet et faire facturer, etc., même avant que la commission ait alloué l'aide. Après, voilà, c'est toujours un risque, puisqu'évidemment, il faut mieux attendre que les élus aient voté le soutien pour un projet donné avant d'engager quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc, ça s'appelle le démarrage anticipé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut proposer une fois que le dossier est déposé, encore une fois, et qu'il est considéré comme complet. Donc voilà, c'est quand même une solution pour engager quelque chose avant d'attendre que la commission se déroule. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Olivia, donc dans le cadre d'un projet innovant lié à une construction, le projet peut-il être engagé en conception mais pas en démarrage travaux?
C'est de l'ingénierie. Pardon, c'est vrai que pour compléter, parce que je vois la question d'Olivia sur. Je viens d'en prendre connaissance, pardon, j'aurais dû répondre tout à l'heure, mais voilà. La question est la suivante, pardon, c'est est-ce que le projet peut être engagé en conception, mais pas en démarche de travaux? Bah, en fait, comme la conception, c'est des frais d'ingénierie qui peuvent être pris en considération dans le cadre des projets innovants. Ce sont des dépenses qui sont éligibles, donc en soi, ça rentre dans le même cadre, sauf si la personne voilà, ne souhaite pas les faire présenter, mais ce sera un peu dommage. Donc il faut que rien ne soit engagé. On est vraiment pareil sur ce même principe d'incitativité de l'aide régionale. Donc voilà, si ça fait partie des dépenses considérées comme éligibles, il faut mieux pas engager quoi que ce soit. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, il nous reste 10 minutes. Voilà. Ou si vous voulez prendre la parole à l'oral aussi, peut-être, n'hésitez pas à lever la main et nous, on peut réactiver votre micro, que vous puissiez prendre la parole. Olivia, c'est bon, tu peux désactiver ton micro. Oui, merci. C'est vrai que ma question n'est pas forcément évidente. Je pense à des projets de bailleurs sociaux, de promoteurs sur les constructions innovantes, pour lesquels, même si effectivement la conception n'est pas très avancée, pour déposer un dossier, ils ont déjà été obligés d'avancer un tout petit peu. À minima, c'est pas comme le cas, par exemple, du projet de Biota, où c'est le projet de développement de l'entreprise, et donc ce sont les dirigeants de l'entreprise qui ont tous les tenants et les aboutissants du projet. Là, on serait dans un cas où il y aurait quand même besoin d'un architecte et d'un bureau d'études pour commencer à réfléchir à l'innovation liée à un projet de construction. Et voilà, est-ce que dans ce cadre-là, ça pourrait être éligible finalement au dispositif? Alors peut-être, je pense au projet de Link City qui a bénéficié de subventions. Est-ce que voilà, il y avait déjà une équipe de conception qui n'était pas très avancée, mais voilà, est-ce que ce cadre-là peut convenir? Je me permets donc de répondre, Anne Galibert. Merci Olivia. Oui, concernant ce type de projet de construction avec des process innovants sur les domaines prioritaires de l'appel à projet, en l'occurrence la Link City, le cas que tu viens de citer, c'était les usages de BLC de hêtre. Donc voilà, la priorisation donnée au bois français, au bois feuillu et si possible au bois francilien. Ce n'était pas le cas évidemment de ce projet. Évidemment, là, on étudie de manière plus fine. C'est en ça où on ne va pas répondre tous azimuts là, dans le cadre de cet échange. Et c'est en ça où on est à vos côtés, notamment sur cet appel à projet innovant. Comme vient de le dire Monsieur Delamarre pour Biota, on a qualifié le projet en amont. On a cherché à savoir ce qui était visé. Et en fonction de ça, on va définir les dépenses éligibles ou pas, et ce qui est vraiment ce qu'on peut prendre en compte à partir du top départ où on acte que les dépenses sont éligibles. Voilà, moi je préfère ne pas répondre dans l'absolu et vous inviter sur les projets que vous considérez comme susceptibles d'être démargés au dispositif de la région, soutien aux projets innovants. Prenez notre attache, on prendra le temps de comprendre ce que vous souhaitez faire et en quoi on peut vous aider et de préciser les dépenses qui pourront être éligibles. Voilà. C'est plutôt un message de, voilà, venez vers nous, on échange et après on qualifiera vos projets. Super, merci beaucoup, Anne. Je vois qu'on n'a plus de questions pour le moment et quelques personnes commencent à partir du webinaire. On peut peut-être clôturer ce webinaire maintenant. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à l'écrire en même temps. On finit de prendre la parole. Je ne sais pas si Clélia, du coup, tu veux clôturer rapidement. Oui, alors merci à tous d'être venus au webinaire et merci à la région pour la présentation et aux 3 personnes qui ont témoigné. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas ensuite par la suite à écrire aux adresses qu'on a mis dans
dans le PPT et puis la présentation sera accessible par la suite donc sur notre chaîne YouTube comme j'ai dit. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller sur le site internet de la région pour consulter plus en détail les appels à projets, etc. Merci beaucoup à tous.